Nous sommes à la session 3 de la série sur le nouveau curriculum d'études sociales, quatrième à sixième année. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Et ici, c'est une œuvre de Léa Dorion, qui est une artiste métisse. Et je trouvais que j'aime beaucoup son travail, donc je vous l'ai mis là. Et je vais débuter avec une reconnaissance territoriale. Donc, avant de commencer notre formation aujourd'hui, je tiens à reconnaître que nous nous réunissons sur les territoires visés par les traités 6, 7 et 8, qui sont les terres ancestrales traditionnelles de nombreuses Premières Nations, incluant les Cris, les Saulteaux, les Picanés, les Nakota-Stoney, et les Dene, ainsi que la patrie de la nation métisse en Alberta. Je suis reconnaissante de pouvoir apprendre et enseigner sur ces territoires, d'avoir des occasions de parfaire mes savoirs des territoires et des peuples autochtones, et d'avoir la chance de travailler avec des éducateurs qui s'engagent chaque jour à construire des salles de classe plus justes et plus inclusives. En tant qu'enseignants de quatrième et cinquième et sixième année, nous avons la responsabilité de rappeler à nos élèves que les droits et libertés que nous étudions aujourd'hui, y compris ceux enchâssés dans la Charte canadienne, coexistent avec des droits issus des traités. Alors, on est rendu à notre troisième session. Donc aujourd'hui, l'emphase va vraiment être mise sur le texte ou les textes, les différents types de textes et vraiment là comment tout ce qu'on a parlé depuis le début de la formation va on va boucler la boucle de tout ça. Donc, l'objectif aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai mis en gras les verbes, hein, parce qu'on les a vus la dernière fois. Donc, comprendre premièrement le rôle du texte qui est lu, vu ou entendu au sens du programme d'études et qui est un levier d'enseignement intégré en études sociales et en français, soit immersion ou langue première. On a aussi exploré des stratégies pour enseigner le vocabulaire de façon contextualisée à partir de textes. Et on va identifier des textes courants et littéraires arrimés au curricula pour la quatrième à la sixième année. Et je vais modéliser une démarche pédagogique avec des textes réels. Alors voilà, c'est parti. Je vous demande juste dans votre tête de prendre un moment pour activer vos connaissances antérieures. Alors la question que je vous pose, c'est quand vous utilisez un texte en études sociales, quel est votre objectif principal? Est-ce que c'est de comprendre le contenu en études sociales? Est-ce que c'est de développer des habiletés en lecture et enrichir le vocabulaire ou encore les trois à la fois? Donc, peu importe la réponse que vous donnez, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour vous de prendre conscience de quand vous utilisez un texte, c'est quoi votre intention. Alors, pour débuter, on va parler du cadre théorique qui est le vocabulaire au cœur de l'apprentissage ici. Puis en études sociales, ben, c'est vraiment important parce que le vocabulaire, il peut être dense et il peut être aussi très soutenu. Et pour nos élèves qui sont en langue additionnelle, que ce soit en immersion ou encore en français langue minoritaire, pour qui le français est une langue additionnelle parce qu'ils parlent peut-être une autre langue à la maison. Donc, ça devient hyper important de mettre l'emphase sur l'enseignement du vocabulaire. On sait que la recherche nous a dit que avoir un lexique, c'est un levier central de la réussite scolaire parce que nos élèves qui ont plus de vocabulaire vont avoir une plus grande compréhension, que ce soit une production de la compréhension orale ou écrite, et la même chose au niveau des productions orales et écrites. Et de fait, ils vont avoir accès au savoir disciplinaire. Donc, on voit souvent, là, quand nos élèves arrivent plus vieux, il y a comme un écart qui se creuse entre ceux qui ont développé un vocabulaire plus riche que ceux qui ont, disons, un vocabulaire plus de base. Le- on voit une distinction là, assez importante entre ces élèves-là. Ce que les curriculums en français immersion et français langue première nous disent, au niveau des résultats d'apprentissage pour le vocabulaire. En quatrième année, on met vraiment l'emphase sur
la connaissance des mots, des morphèmes, la phonographie, les régularités orthographiques qui vont appuyer l'acquisition du vocabulaire et le choix des mots quand on écrit. Alors qu'au français, langue première, l'emphase est plus, ben, encore là, sur la formation des mots pour en déduire le sens et les orthographier exactement. Je dirais que c'est pas mal la même chose, c'est juste que c'est un petit peu plus développé au niveau en immersion. En cinquième année, on veut vraiment que les élèves fassent des liens entre les mots pour approfondir la compréhension et l'expression orale et écrite portant sur divers sujets. Donc, les études sociales peuvent être un sujet qu'on peut utiliser pour approfondir la compréhension. De même qu'en français langue première, les élèves utilisent les connaissances de la formation de mots et leur sens pour enrichir leur vocabulaire et vérifier la compréhension de l'orthographe de nouveaux mots. Et donc, encore là, je dois me fier à différentes stratégies, pas seulement un mot que je reconnais, mais je vais utiliser la morphologie, je vais utiliser la polysémie, différentes stratégies pour m'aider à comprendre un mot et aussi évidemment son contexte. En sixième année, en immersion, là vraiment, on va beaucoup plus loin parce que là, on analyse les mots pour enrichir leur vocabulaire. Et donc, et encore là, c'est lié à divers sujets et disciplines. Et en français langue première, on fait encore l'enrichissement du vocabulaire et on va vérifier la compréhension et l'orthographe de nouveaux mots. Donc, le lien, on voit qu'il y a un lien naturel entre le français et les études sociales. Donc, on le sait que nos études sociales, les curriculums sont très chargés en vocabulaire disciplinaire, surtout niveau 3. Donc, quand on pense aux mots confédération, civilisation, charte, enchâsser, primauté du droit, c'est quand même c'est très soutenu puis c'est très spécifique. Et aussi au niveau transversal, c'est-à-dire plus de niveau 2, des termes comme frontière, territoire, droit, liberté, égalité, c'est des mots que nos élèves vont rencontrer souvent dans leur contexte scolaire. Donc, ici, j'ai abordé un petit peu les niveaux de vocabulaire précédemment, mais on a les niveaux 1, souvent ce qu'on utilise dans nos classes, des mots courants, à la maison, les amis, à l'école, là, pas de niveau académique là, de base. Alors que les niveaux 2, c'est plus des mots qu'on les appelle transversaux, qui font le pont entre niveau 1 et niveau 2, mais il y a vraiment une grande valeur académique. On pense à nos verbes nos curriculums qu'on doit enseigner à nos élèves. On va parler de région, de gouvernement, des choses qui demandent qui sont beaucoup plus soutenues. Niveau 3, là, on est vraiment dans les mots là, spécifiques à une discipline. On va parler de zone physiographique, fédérale, municipale, traité numéroté, bouclier canadien. Tout ça, ce sont des mots que nos élèves doivent apprendre spécifiquement dans le contexte, dans la discipline dans laquelle, avec laquelle ils apprennent. Donc, ce qui est important ici, c'est que nos textes en études sociales sont riches en vocabulaire, on l'a vu, 2 et 3, et c'est pour ça que le texte va devenir un levier pour enseigner les mots et pas seulement si on les rencontre. Pas parce qu'on en parle dans la classe que nos élèves vont nécessairement les acquérir. Il va falloir faire un travail très explicite. Donc, ce qu'on sait, on veut apprendre un mot en profondeur. C'est-à-dire que apprendre un mot en surface, c'est que, ah oui, j'ai déjà entendu ce mot-là. Peut-être que je serais pas capable de l'utiliser dans d'autres situations où je vais juste l'avoir à l'oral. Mais il y a différentes profondeurs de vocabulaire. Donc, ce qu'on doit faire pour amener nos élèves à vraiment avoir une maîtrise de ces mots-là, on doit d'abord exposer nos élèves à une langue riche. Et on sait que la recherche nous dit qu'en langue première, au moins 10 rencontrent avec un mot nouveau pour qu'ils s'ancrent. Alors, on peut supposer, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, que en langue additionnelle, on doit le faire probablement un petit peu plus que 10 fois. Donc, vous voyez là, puis là, c'est pas des flashcards, là, mais il faut les mettre dans différents contextes. Donc, on va en faire un enseignement aussi ciblé, direct,
des mots à travailler. On va travailler la forme, puis on l'a vu dans le vocabulaire, on parlait de morphologie, on parlait d'orthographe. Donc, on va travailler la forme, on va travailler le sens et l'usage. OK? Je vous donne l'exemple du mot facteur. OK? Facteur a plusieurs, il y a une polysémie. Alors, on parle facteur en mathématiques. Un facteur, ben, il y en a plus beaucoup, là, mais qui viennent porter la malle ou le courrier. On a aussi facteur en études sociales qui est facteur historique et on a facteur en sciences, par exemple, qui sont des facteurs pour travailler là, des variables dans une recherche. Donc, c'est pas parce que notre élève va comprendre et va être capable d'écrire, par exemple, le mot facteur, que nécessairement il va savoir l'utiliser à bon escient dans le bon contexte. Okay? Donc, c'est important pour nous de faire les transferts pour nos élèves. Puis même ça, c'est même en langue première. Au niveau du développement de la compétence métalexicale. Donc, on veut que nos élèves pensent aux mots et on le voit aussi dans notre programme d'études. On va parler de synonymes, d'antonymes, de morphèmes, de familles de mots, de polysémie. Alors, c'est vraiment important que nos élèves puissent penser à propos des mots. C'est pas juste les apprendre par cœur. Donc, on veut aussi que nos élèves soient capables de développer une sensibilité lexicale, qu'ils soient capables de jouer avec les mots, de les apprécier. Souvent, les textes poétiques vont nous permettre de le faire. Donc, c'est important de le faire. Puis, vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous présenter un texte de type poétique. Vous allez me dire, oh, en études sociales. Et oui, j'en ai trouvé. C'est une chanson. Est un texte poétique? Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser pour jouer avec les mots. Donc, pourquoi le texte lu, vu, entendu est-il particulièrement efficace pour travailler le vocabulaire? Ben, comme on a vu tantôt, une des choses qu'on a besoin de faire, c'est d'offrir un contexte riche à nos élèves pour développer le vocabulaire. Donc, le texte nous fournit ça. Ensuite, il y a une multimodalité. Donc, on peut utiliser des images, des mises en page, des schémas, des vidéos, des balados, que ce soit à l'oral, pour créer des ancrages cognitifs qui sont complémentaires. OK? Donc, on présente pas le mot juste d'une façon, on va les présenter de différentes façons et on va s'assurer que nos élèves vont être confrontés, on va rencontrer de façon multiple les mots dans des contextes variés. Donc, si on utilise plusieurs textes, qui répètent le même type de mots, donc, on va travailler, vous vous souvenez, c'est 10 fois minimum que nos élèves doivent rencontrer un mot pour qu'ils puissent vraiment l'acquérir. Donc, c'est quelque chose qui peut nous aider avec ça. Et comme on avait parlé tantôt, les curriculums de français, ils nous définissent le texte comme lu, vu ou entendu, ce qui rouvre la porte à l'utilisation de vidéos, d'infographies, de chansons, de lecture à voix haute. Même avec nos élèves, qui sont de 4 à 6e année, c'est important aussi de lire à voix haute parce que on peut travailler là vraiment dans le moment s'il y a il y a des difficultés avec nos élèves, au lieu de leur donner des feuilles seules puis de lire un texte, des fois c'est un petit peu trop difficile pour nos élèves. Donc le faire ensemble à voix haute va aider nos élèves. On peut tout de suite intervenir s'il y a des mécompréhensions. Et la complémentarité du texte littéraire et le texte courant, parce que c'est important d'offrir à nos élèves les deux types de textes, parce que le texte courant informe, alors que le texte littéraire va humaniser la réalité, comme par exemple penser à des docu-fictions. On va partir d'un événement historique, mais on va l'avoir romancé un peu, donc il y a des faits qui sont réels, alors qu'il y a une certaine partie qui peut être plus inventée par l'auteur. Donc, l'arrimage, si on regarde au niveau des idées organisatrices dans le français avec les études sociales, on va travailler plus au niveau, on peut travailler d'autres choses, là, mais là où je vais mettre l'emphase, c'est vraiment sur le vocabulaire, l'organisation de texte et la compréhension de texte. Okay? Parce que le vocabulaire, il est vraiment des mots de spécialité
spécialisé dans disciplinaire. On a parlé tantôt du vocabulaire dans chaque niveau, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce que chaque niveau demande au niveau du vocabulaire. Et les textes, ben, c'est, par exemple, les textes courants historiques peuvent nous permettre d'être des textes plus de type explicatif, ben, descriptif, je devrais dire, parce que on peut utiliser une structure de cause et conséquences. En cinquième année, on a plus peut-être des textes informatifs et explicatifs. On va offrir, comme je vous disais tantôt, des textes qui vont nous permettre de voir si c'est une source primaire ou secondaire, alors qu'en sixième année, on veut que nos élèves soient capables d'argumenter, d'avoir une prise de position. Donc, si on leur présente des textes qui vont leur permettre de faire ça, comme par exemple, tantôt, je vais vous proposer en sixième année de comparer la charte avec les droits et libertés de la personne, là, de l'homme. Donc ça nous permet, c'est un texte qui est très dense, légal, mais quand même qu'on peut amener nos élèves à avoir une meilleure compréhension de ça. Et évidemment, la compréhension de texte, vu que c'est quand même assez dense, souvent nos textes, donc on va pouvoir travailler certaines capacités à faire des inférences, à faire des distinctions entre les faits et les opinions pour la cinquième année. Et ensuite, on va faire aussi une évaluation critique d'un texte en sixième année parce que puis là, il faut vraiment prendre une prise de position appuyée par le texte. OK? Et ce n'est pas juste du repérage, là, je dois aussi expliquer le non-dit dans le texte. Et pas seulement que je repère la phrase exacte ou que j'essaie d'inférer, de comprendre ce que l'auteur essaie de m'expliquer dans un texte courant. Donc, évidemment, ces trois idées organisatrices vont s'activer naturellement quand on travaille avec un texte porteur en études sociales. Donc, les textes lus, vus et entendus, c'est un spectre riche. Pourquoi c'est une chance dans l'enseignement? Donc, ici, je vais vous présenter une vidéo sur la charte. On va utiliser un album jeunesse qui peut offrir une structure narrative. Ça peut être aussi, comme je disais, un documentaire aussi, hein, parce que les albums jeunesse peuvent être aussi documentaires. Puis ça aide à nos élèves si des fois on leur montre des textes qui n'ont pas 100% courant ou 100% littéraire parce que ils vont être obligés de porter attention aux différences de qui comporte un fait réel et qu'est-ce qui est peut-être romancé. Donc, parce qu'on le sait que nos élèves, c'est ce qu'ils doivent atteindre. À la fin, en sixième année, ils doivent vraiment faire la distinction entre ce qu'est un texte littéraire et un texte courant. On peut utiliser des infographies parce que c'est un texte aussi. Une carte, c'est un texte. Donc, il y a des caractéristiques visuelles à analyser. Il faut apprendre à lire une infographie. Il faut apprendre à lire une carte. Donc, ça, c'est aussi un texte. Et on peut avoir une chanson ou encore un poème qui peut être un texte poétique. Puis là, encore là, on joue avec les sons, avec les mots. Tantôt, quand je vous disais pour apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, mais c'est quelque chose qui aide à jouer avec les mots. Donc, l'important ici, c'est d'avoir une variété de supports pour que nos élèves puissent rencontrer les mots dans différents types de textes. OK, donc, les textes, quoi utiliser? Vous allez me dire, OK, je ne sais pas trop exactement ce qu'on va utiliser. Je ne vous donne pas une nomenclature là, de textes comme tel, je vous donne juste des exemples que vous pouvez utiliser. Là, on va juste passer rapidement sur les textes que je vous propose pour quatrième et cinquième année et on va aller un petit peu plus loin en sixième année où je vais vraiment vous modéliser comment on peut utiliser ces textes-là. Donc, pour choisir un bon texte, ben, premièrement, notre livre va contenir du vocabulaire de niveau 2 et 3 lié au contenu en études sociales. Ça va de soi. Ensuite, on va s'assurer que nos textes vont proposer les mêmes mots souvent. OK? Donc, on va pouvoir avoir une répétition, une exposition multiple aux mots. On va aussi s'assurer que au moins le texte il est un des textes ciblés
dans notre curriculum de français, que ce soit un texte narratif, descriptif, argumentatif ou poétique. Je vais m'assurer que ça rencontre un des buts de mon programme de français. Donc, je vais essayer d'utiliser différentes façons. Il y a des fois, on va utiliser que, par exemple, tu peux faire euh, que des livres, mais on veut aussi utiliser différentes modalités parce que pour certains élèves, peut-être que c'est plus facile d'entendre ou de voir ou une vidéo, par exemple. Donc, on va essayer d'utiliser différents supports. Moi, je vous donne un modèle ici, là, qui va être vidéo, euh, affiches et livres, mais ou chansons, mais c'est pas écrit c'est pas coulé dans le ciment là. Donc vous pouvez choisir quatre textes différents qui vont amener des perspectives différentes par exemple, mais qui vont réinvestir le vocabulaire. Ok? Donc je juste mettre ça clair. Alors, on va aussi avoir des indices visuels qui peuvent être exploitables. Par exemple, dans une mise en page, bon, on regarde une affiche, quels sont les titres, la mise en page, les images, le schéma, qu'est-ce qu'on essaie de nous donner comme information. Et évidemment, on va s'assurer que ça s'arrime avec au moins une idée organisatrice en études sociales et au moins une en français. Donc, je commence avec en quatrième année. Je vous ai mis ici des textes avec les liens qu'on pourrait faire. Donc, je pourrais, ici, l'idée organisatrice qu'on va travailler, c'est temps et lieu, c'est comment le Canada est-il devenu un pays. Et le verbe principal, c'est comparer. J'ai pas oublié mon verbe là, qu'on a travaillé la dernière fois, dont on a parlé à la deuxième session. Donc, comment je vais aussi comparer, utiliser le verbe avec mes textes, OK? Donc, je vous ai mis ici des petites vidéos sur la formation du Canada, des colonies à la Confédération ou encore le Canada, une histoire populaire. Donc ça, ce sont un texte courant explicatif qui est un mode vu, entendu. Et là, j'ai mis une étape 1. Mais écoute, il n'y a pas personne qui va vous obliger à suivre ça dans cet ordre-là. Vous choisissez. Ensuite, on va aller dans des cartes qui vont être du temps, là, par exemple, au moment où le Canada a été formé et avec l'évolution territoriale. Donc ça, c'est intéressant, celle-là, parce qu'elle vous permet, c'est le gouvernement fédéral, puis on voit l'évolution de la population au fur des années. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très visuel et très parlant pour nos élèves. Parce que si tu n'es jamais sorti de l'Alberta, le Canada, c'est un grand pays. Donc, on n'a peut-être pas cette notion-là, là, que faut que tu conduises longtemps pour te rendre tu sais, au Québec, là. C'est 40 heures. Donc, il n'y a pas cette compréhension-là. Euh, J'aime beaucoup aussi les docu-fictions. Donc ici, je vous en propose deux. Il y a Les Enfants de la Nouvelle-France et l'autre, c'est 5 histoires de personnalités autochtones. Les liens ici sont avec Communication Jeunesse et je vous ai mis le lien. C'est un organisme au Québec qui fait la promotion de la littérature jeunesse. Ils ont créé beaucoup de catégories d'albums jeunesse, comme celle-ci, c'était pour enseigner l'histoire. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir accès à tous ces albums-là. C'est sûr qu'il faut payer pour les acheter, mais au moins, ça vous donne une idée de quels sont les albums qui pourraient être en lien avec ce que vous enseignez. Donc, ça peut être une belle façon aussi de parler avec vos bibliothécaires pour leur dire, voilà, les livres qu'on aimerait avoir pour travailler avec notre curriculum. Je vous ai mis le catalogue virtuel du French Resource Center qui vient de Grande Prairie. C'est un catalogue où vous pouvez avoir accès. Je vais vous ouvrir ça pour vous montrer. Donc, si vous avez une carte avec votre bibliothèque municipale, vous avez accès. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est bon, ici on vous l'explique là, d'aller sur Track et cliquez là-dessus et vous allez faire une demande. Donc, ils ont plein de livres et tout ça est gratuit, OK? Et ils ont toute une collection ici, je vous dirais, en études sociales, qui est ici.
Donc, ils ont plusieurs livres. Il y a beaucoup de choses là, en cinquième année, par exemple. Et ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le catalogue et faire une demande pour que ça soit envoyé euh, à votre bibliothèque locale. Et encore une fois, tout ça est gratuit. Ils ont aussi des belles trousses que vous pouvez emprunter aussi, que vous pouvez trouver ici, là, les trousses thématiques. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite la trousse thématique et vous allez voir euh, sur leur Google Sheet, vous allez voir toute la liste. Et encore une fois, tout est gratuit. Donc, je vais retourner à ma présentation. Hop, elle est où? Elle est ici. Voilà. OK. Donc, et la Bibliothèque des Amériques, c'est aussi un autre endroit où vous pouvez avoir accès. Vous avez à vous inscrire, mais il n'y a pas de frais. Donc, c'est tous des documents qui sont en numérique, digital, que vous pouvez projeter sur vos tableaux. Et je pense que vous avez le droit à emprunter 3 à 4 livres pour une période de 3 semaines. Donc, ça vaut la peine. Ici, je veux juste faire un petit point ici parce que l'histoire, ça dépend de la perspective qu'on va enseigner. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez trouver sur l'histoire du Canada en français qui vient évidemment plus de l'Est du Québec, de l'information que les Canadiens français, leur perspective des choses. Donc, ce serait intéressant peut-être d'utiliser aussi des textes en anglais ou des textes des peuples autochtones pour donner une autre perspective de l'histoire du Canada. Par exemple, lundi, nous célébrions ici en Alberta la fête de la Reine. Alors qu'au Québec, on célèbre les patriotes parce que c'était quelque chose qui était beaucoup plus important pour les Québécois, les Canadiens français que la reine. Donc, juste ces petites choses-là, ces petites nuances, ben, petites, c'est quand même des grandes nuances, mais c'est important que nos élèves soient exposés à ça parce qu'il y a toujours, souvent, on présente qu'une vision, alors de voir peut-être qu'il y a d'autres vision. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait marcher avec mon verbe comparer, comparer des perspectives. De, tu sais, un même texte, prendre 3 textes d'une perspective francophone, une perspective anglophone, une perspective autochtone et de comparer. Ça pourrait être intéressant. Donc, en cinquième année, ici, on va parler plus, c'est l'idée organisatrice et lieu encore, mais c'est comment la géographie a-t-elle contribué au développement des civilisations. Encore là, j'ai mon verbe comparer et je vous ai présenté ici une vidéo. Il était une fois l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'était il y a longtemps, longtemps, mais c'est des vieilles bandes dessinées à la télévision. Mais les élèves adorent encore parce que là, tu as le monsieur barbu, puis il y a toujours les mêmes personnages qui évoluent à travers le temps, mais ils ont beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, donc ça peut être quelque chose de très ludique, mais en même temps, c'est très pertinent. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Ensuite, on peut utiliser des cartes pour aider nos élèves à comparer avec, encore là, comment lire une carte. Puis en plus, les cartes de l'époque étaient peut-être pas aussi détaillées qu'elles sont aujourd'hui. Donc, ce serait intéressant aussi de faire une comparaison entre ce qui était fait à l'époque et ce qui est fait maintenant parce que on doit parler aussi des civilisations. Donc, ça pourrait être intéressant de voir, ben, eux autres, il n'y avait pas des GPS à cette époque-là. Ils allaient avec les étoiles, puis c'est comme ça qu'ils se guidaient, puis c'est comme ça qu'ils développaient leurs cartes aussi. Donc, c'est intéressant de faire cette comparaison-là. Et finalement, je vous ai mis des albums documentaires jeunesse sur une civilisation ancienne. Donc, les éditions Gallimard en ont plusieurs. Donc, l'Antiquité autour du monde, super bien fait. L'Égypte ancienne racontée aux enfants, mais il y en a plein. Donc, je vous ai mis encore là, si vous cliquez sur communication jeunesse, les civilisations anciennes, eux aussi, ils ont une liste, OK, que vous pouvez utiliser comme point de référence. Voilà. Donc, on est prêt avec la modélisation. On,
c'est plus en sixième année, donc j'utilise 4 textes et on va travailler la citoyenneté et notre verbe principal, parce qu'on va en arriver à la fin, que nos élèves sont capables de justifier. OK? Donc, pour commencer, il y a une vidéo en français qui va être sur la Charte canadienne des droits et libertés, qui est quand même très court. C'est un texte courant, explicatif. Ensuite, je me suis trompée, je devrais changer ça là, parce que dans mon ordre, parce que après, je n'ai mis aussi un avec en anglais. Et la raison étant que on peut enseigner, si vous avez la chance d'enseigner l'anglais et le français, de faire le pont entre le français et l'anglais, parce que, comme on en a parlé plus tôt, le langage, le vocabulaire est très dense à comprendre c'est quoi la charte. Je sais que les enseignants le font depuis longtemps parce que ça faisait partie du programme d'études, mais là, on va beaucoup plus en profondeur. Donc, on veut que nos élèves aient une compréhension. Donc, on pourrait présenter après je vais vous montrer tantôt, la vidéo en anglais. Je sais que peut-être en milieu francophone, ça serait peut-être plus difficile, mais en immersion, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On a aussi des infographies. Je vous ai mis des cartes des chartes canadiennes des droits et libertés et la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'on va les comparer. Et finalement, j'ai trouvé une petite chanson super cute, c'est un texte poétique, musical, puis c'est un orignal qui nous chante la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, c'est très mignon. Même vos élèves de sixième année, je sais, même s'ils se pensent cool, là, je pense qu'ils aimeraient ça. Alors, voilà les textes que je vous présente. Vous avez tout accès à ces textes-là. Voyez-vous, là, mon petit ami, là. Puis ça vient de Canada Education. Ils l'ont aussi en anglais, mais c'est très bien fait. Et on a une vidéo d'une minute qui explique la Charte des droits et libertés de la canadienne. On l'a en anglais avec c'est Pierre Elliott Trudeau qui signe la carte et ben, pas la carte mais la charte et mais ça pourrait être intéressant aussi quand on parle de la perspective francophone, anglophone parce que le Québec n'a jamais signé la charte. Donc qui pourrait expliquer certaines des problématiques avec ben, les droits des francophones, parce que ça fait partie de votre curriculum de le faire. Donc ici, je vous ai trouvé aussi une charte qui est plus imagée, qui est pour les ados. Et alors que, tu sais, lire ce document-là, c'est quand même assez soutenu. Donc, on pourrait utiliser ces deux textes-là. La même chose avec les droits la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous ai trouvé une petite infographie qui explique bien pour les jeunes. Et ce que j'aime ici, c'est qu'en bas, il y a même les mots, vous voyez, qui sont en jaune. Ils donnent une définition de ces mots-là qui pourrait être un petit peu plus difficile. Donc, je trouve ça bien fait. Et on a le document réel là, de la déclaration. Alors, allons voir comment on va modéliser ça. Donc, on va travailler mon résultat d'apprentissage. Les élèves examinent la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, mon verbe principal, c'est vraiment justifier. Ici, on peut comparer, opposer, examiner, émettre des hypothèses. OK? Donc, on peut utiliser là, je vais aller, attends une minute, je retourne. Alors, donc, voyez-vous là ici, je les ai mis plus dans un ordre plus acceptable. On commence avec notre vidéo en français, la charte, parce que mon objectif, c'est de comprendre. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que je l'utiliserai en anglais, parce que mon objectif, c'est de comprendre. Je dois comprendre avant de comparer. OK? Donc, c'est, et puis de plus en plus, les recherches montrent qu'il y a un lien avec le langage, le translangage entre la langue maternelle, ben, si l'anglais est la langue maternelle, et la langue d'apprentissage. Donc, c'est à cet effet que je pense que ça pourrait être très bénéfique. OK? Alors, l'infographie, donc ça va être vraiment pour comparer. Et ici, je vais aussi comparer encore, mais comparer et opposer, parce que là, je vais opposer la charte
avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et finalement, je vais justifier avec la chanson, mais quand même, on pourrait demander à nos élèves de créer une chanson à la fin aussi sur de justifier c'est quoi leur position. Ils pourraient faire un slam, ils pourraient faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Ça n'a pas toujours besoin d'être un texte écrit, là. Donc, laissez libre cours. Vos élèves, ben, ils vont vous trouver des idées. Des fois, surtout quand ils voient des petites chansons comme ça, ils trouvent ça drôle, puis là, ils veulent créer quelque chose. Donc, ici, je vous ai, avant de commencer notre enseignement, on doit analyser nos textes, tous nos textes, et ressortir le vocabulaire. Donc, ici, je vous ai mis toute la nomenclature des mots qui se répètent en français et en anglais à travers les différents textes. Parce que l'utilisation des cognates, qu'on dit, la vraie terminologie, mais comme les vrais amis, alors on va utiliser ça pour aider nos élèves à comprendre. Comme par exemple, égalité, equality, ça se ressemble. OK? Droit collectif, collective rights, tu sais, les collectives, collectifs, ça se ressemble. Donc, il y a des choses qui peuvent aider nos élèves à avoir une certaine compréhension du mot en français s'ils peuvent le faire avec le lien en anglais. Donc, vous voyez ici, ce sont des mots, on regarde dans les niveaux. On a les niveaux 2 et 3. C'est ceux que j'ai ressortis. Je n'ai pas ressorti le niveau 1, là. Je m'attends à ce que mes élèves doivent avoir une certaine compréhension. Donc, c'est vraiment, je vais m'attaquer au niveau 2 et 3. OK. Donc, mon premier texte qui est, oups, qui est ma vidéo, c'est un texte qui va être lu, entendu, qui c'est un courant explicatif, parce que ça explique la charte canadienne. La structure, il y a vraiment une mise en contexte, il y a les catégories de droit, puis la portée de la charte aussi. OK? Oh, j'avais oublié de mettre mes indices exploitables. Mais il y en a dedans, puis je m'en souviens plus. Je suis désolée. Alors, je vais le corriger dans la présentation. Donc, mon arrimage avec l'organisation de texte, ben, en français, immersion, ben, les caractéristiques, les structures de genre, on va associer les caractéristiques, le texte explicatif, on va comprendre comment il est construit, alors que en français langue première, ben, encore là, on travaille l'organisation de texte, on travaille les différents types de textes et de genres et on va reconnaître les caractéristiques. Donc, on peut le faire aussi avec nos élèves, ou on peut leur dire, voici une vidéo qui est un texte explicatif. Donc, puis là, on peut leur demander peut-être de repérer eux-mêmes quelles sont les caractéristiques de cette vidéo-là qui vous disent que c'est explicatif. OK? Donc, c'est pas nécessairement juste avec des livres. Ça peut se faire aussi à partir de vidéos. OK, donc, encore une fois, avant de commencer, je vais sortir le vocabulaire. Donc, je vais sortir mes niveaux 1, 2, ben, surtout 2 et 3. Je vais essayer de voir comment je peux travailler la formation des mots comme droit, avoir le droit de, les droits collectifs, primauté du droit. Voyez-vous, c'est le même mot, mais il est utilisé à plusieurs escients. Donc, droit, avoir le droit de, droit collectif, primauté du droit. Je ne vais pas tout dire la même chose. Puis on parle toujours de la même chose, mais le contexte n'est pas toujours euh, pareil. On va utiliser des synonymes, des antonymes, ok? On va les homophones aussi, comme liberté, les libertés, une liberté. OK, c'est peut être plus difficile pour certains de nos élèves. Encore en français, langue première, ça va vraiment travailler le vocabulaire riche dans des situations de communication. Mais la communication, c'est l'écoute aussi, hein. Alors, expliquer le lien qui unit les mots d'un champ lexical comme charte, citoyen, égalité, protection, loi, constitution. Ça fait partie, c'est la même catégorie. Ok? Ce sont des mots à plus de terminologie légale dans ce contexte-ci. On va analyser la formation et la relation des mots. Donc, constitutionnel vient du mot constitution. OK? Donc, on a formé un adjectif à partir du nom constitution.
citoyen, citoyenneté. Donc, vous voyez, on peut travailler ce genre d'éléments dans avec notre vocabulaire. C'est important de noter que dans la vidéo, on utilise les droits de façon générale. OK? Alors que le curriculum de sixième année, lui, va distinguer des droits individuels, des droits collectifs et de la liberté fondamentale. Donc, on peut arrêter la vidéo et ça pourrait être une occasion pour vraiment travailler la précision du vocabulaire. OK? Donc, leur dire, oui, OK, on parle des droits en général, mais il y a des choses qui sont vraiment plus spécifiques. C'est comme le principe de l'entonnoir. OK? Voilà. Donc, la deuxième vidéo, qui est en anglais, donc encore c'est un petit courant, même chose, mais là, cette fois-ci, c'est en anglais, des schémas visuels, même ton narratif que le précédent en français. Et même chose ici en anglais, je vais analyser les formes, les structures, je vais analyser a variety of digital and non-digital text. Donc ici, c'est un texte numérique. Donc ça entre vraiment là-dedans. OK? Voilà. Donc, le réinvestissement immédiat, les deux vidéos traitent du même contenu, même type de texte, même structure, même intention de communication, mais dans les deux langues. Donc, c'est vraiment une occasion concrète de montrer que les stratégies de compréhension de texte ne changent pas d'une langue à l'autre. On réapprend pas à comprendre un texte parce qu'on le fasse en français ou en anglais. Ce qu'on fait en français, on le fait aussi en anglais et vice-versa. Donc, la vidéo, on a ici au niveau encore la même chose. Les mots de niveau 2 et 3. Et ce qui est intéressant, examine words in the English language that have French origins. Ah, charter, constitution, liberty, citizen. Donc, ils sont tous d'origine française. C'est merveilleux, ça. Donc, on travaille en même temps. Tu sais, autant qu'en français, on va aller travailler nos vrais amis ou nos cognates. Alors ici, on va les travailler de l'autre sens. Et une autre occasion à saisir, c'est qu'il y a plusieurs mots, comme on parlait tantôt, de niveau 3 qui sont des vrais amis. Hein? Et aussi, ben, c'est vraiment important de les nommer parce que c'est pas tous nos élèves qui vont faire la distinction. Et aussi, une autre nuance, freedom and liberty, c'est pas tout à fait des synonymes en anglais comme liberté et liberté fondamentale. OK? Il y a comme une nuance là. Puis, mais il faut l'expliquer. Et c'est la deuxième rencontre avec ces mots, parce que là, on l'a déjà fait en première fois en français. Là, on retrouve ce vocabulaire-là. On peut faire le pont avec le français. Et là, là, c'est comme ça qu'on s'en va dans une autre profondeur. OK? C'est pas juste de surface. Là, nos élèves le voient dans un autre contexte qui est peut-être plus familier pour eux de le faire en anglais. Donc, il atteint un nouveau niveau de profondeur, mais c'est important de revenir au français pour les amener à faire le lien, le pont entre les deux. Et comme disait, j'ai fait une session qui parlait justement de ça, du translangage. La présentatrice parlait du mot ponter. Il faut ponter des mots entre français et anglais. Évidemment, ponter est un mot inventé, là, mais je trouvais l'image parlante. Donc, on arrive à l'étape 2. Là, on a fait nos vidéos. Là, maintenant, on va regarder nos affiches, nos documents, puis là, on va travailler la comparaison. Donc, là, j'ai encore un texte courant, descriptif, j'ai une organisation par catégorie. OK? Il y a un langage ici dans celle qui est pour les ados qui est simplifié, mais j'ai un appui visuel. OK? Donc, j'ai les couleurs, les icônes, les titres, les sections. Donc, je pourrais commencer par euh, cette infographie avant d'aller dans celle-là qui est peut-être un petit peu plus avancée, là, qui pourrait être difficile. Tu sais, c'est comme, ça fait peur, là, quand tu vois ça, là, de regarder. Il y a pas mal de mots dans la charte. Et ensuite, l'organisation de texte, vous voyez ici, là, je vous l'ai mis à qu'est-ce qu'on peut travailler en français, en langue première et en français immersion. Je lirai pas tout, là, c'est là pour vous. Alors, en deuxième étape, on va travailler les deux affiches, un même document. Donc,
pourquoi on va faire ça, deux affiches du même document? Parce que comparer deux représentations du même contenu, OK, par exemple la version illustrée de la charte et celle pour les adultes, ça permet de comprendre vraiment ce qu'on veut. On demande à nos élèves en termes de verbes à comparer. À quoi je m'attends? C'est quoi mes critères que je veux que tu me démontres? Parce que vous vous souvenez, dans les habiletés procédures, mes verbes me disent qu'est-ce que mon élève doit démontrer pour montrer sa compréhension du sujet, du concept qu'on enseigne. Donc, on peut faire une activité de pensée visible. On va définir en action qu'est-ce que ça veut dire. Donc, moi, comme enseignant, je vais modéliser. OK, je cherche d'abord ce qui est pareil. Ah, il y a les mêmes catégories de doigts, les mêmes articles, la même portée. Ah, je cherche ensuite ce qui est différent, le niveau de langage. Oh, celui-là qui est plus dense. La charte réelle, les exemples choisis, les indices visuels, le public cible, à qui on fait affaire. Parce que l'autre, c'est clair que c'est pour les ados, alors que l'autre, c'est vraiment pour le monde en général, pour le monde légal particulièrement. Donc, je me demande, est-ce que les deux affiches me donnent la même information? Et pour cela, ben, je vais utiliser des organisateurs graphiques que je vais modéliser, que ce soit le diagramme de Venn ou encore un tableau hanté pour voir qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. OK? Donc, j'ai vraiment modélisé avec mes élèves. Puis on pourrait s'attendre que rendu en sixième année, on devrait savoir c'est quoi comparer, mais quand même, c'est important aussi de modéliser. Alors, encore là, on va travailler qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent entre les différents genres et les textes. OK? Et on va, au niveau de la compréhension de texte, on va avoir recours à une connaissance antérieure, on va faire des connexions texte à texte et on va comparer et opposer à la Charte canadienne des droits et libertés à des documents comparables à d'autres pays. Donc ici, c'est plus mes deux affiches, j'ai oublié de mettre les mots. Le verbe, donc, en comparant, c'est pas seulement un mot dans un résultat d'apprentissage, c'est aussi une action cognitive précise. Donc, il faut vraiment aider nos élèves à identifier les ressemblances et les différences selon un critère commun. Et on peut les développer ensemble, les critères, OK? Donc, c'est vraiment ce qu'on vient de faire avec les deux affiches. Maintenant, j'ai mes deux documents, j'ai deux informations. Là, j'ajoute, maintenant que mes élèves ils ont une idée de ce que ça veut dire comparer, là, je vais appliquer cette même habileté, mais à des contenus différents. Donc, le vocabulaire ciblé devient vraiment l'outil de précision. OK? Donc, on va réinvestir notre vocabulaire qu'on a vu plus tôt. Donc, mes deux cartes, donc mon activité va être médaillisée encore. Je vais parler, je repère une catégorie dans la Charte des droits, par exemple l'article 5, alors que dans l'autre, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1. euh, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Je compare, même principe, mais portée différente. Au niveau de la charte, c'est vraiment national, c'est au Canada, ça s'applique pas ailleurs, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est universel. Donc, mais voyez-vous, là, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin parce que c'est pas les mêmes mots. C'est pas la même phrase. Il va falloir que j'en déduise qu'on parle du même concept. Donc, mon vocabulaire, il faut que je le comprenne pour que je puisse en arriver à un autre niveau. Et voyez-vous ici, on pourrait, là, je vous donne un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait comparer entre les deux, la portée. Donc là, c'est plus sur les Canadiens, évidemment. L'autre, c'est plus sur les humains de la Terre. On a des contextes. Oh, le mot enchâssé revient encore parce qu'il est très important dans notre parce que c'est enchâssé dans la curriculum, pas la curriculum, dans la Constitution. OK? Donc, voyez-vous ici, il y a les droits linguistiques, alors qu'il n'y en a pas dans la Déclaration universelle, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi ils l'ont pas, alors qu'ils l'ont. Donc là, on fait appel à l'histoire du Canada et en même temps, on fait appel à, c'est pas tout le monde qui parle le même langage pareil dans le monde. Donc, ici, ça nous permet de comparer et d'opposer. OK? Alors que tantôt, on a vraiment plus comparé. Là, on a ajouté, on a opposé aussi.
Et finalement, on avait une petite chanson avec mon ami, voyons, j'ai envie de l'appeler Mousse, mais c'est Orignal. Je vois il me semble qu'il y a une face de mousse. Je sais pas. Ben oui, il y en a une, hein, mais. Alors, c'est vraiment un texte vu et entendu littéraire de type poétique. Alors, j'ai vraiment une structure de chansons, couplets, refrains, organisation thématique par catégorie de droits. Donc, quand on parlait tantôt des différents types de droits, puis il y a des rimes et des répétitions. Fait que là, je l'entends souvent, les mêmes mots. Fait que je vais peut-être m'en rappeler. Donc, il y a une répétition de phrases clés, de vocabulaire. Il y a un contexte affectif, puis il y a un fort appui. Donc, les élèves, ça va devenir un petit verre d'oreille, ils vont répéter la chanson. Alors, ici, je vous donne des exemples de, encore là, ce que je fais, observer le vocabulaire ciblé en contexte poétique. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a des choses? Et puis la chanson est aussi en anglais. Je pourrais le faire, l'exercice aussi en anglais, pour voir qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que j'entends, c'est quoi le vocabulaire. Donc, ça ancre encore plus en profondeur ce que j'ai fait dans l'étape auparavant avec les deux vidéos au niveau de la charte. OK, donc voilà. Alors, ce que cette séquence démontre, c'est qu'un seul contenu, la charte, traverse 4 types de textes. OK, donc j'ai tout travaillé ça, là. Puis ça m'a pas pris un mois, là. J'ai travaillé 2 langues. J'ai travaillé 3 idées organisatrices. Et donc, c'est comme on dit, j'en ai pour mon argent, là. OK? Parce qu'on le sait qu'on est pressé par le temps. Donc, ça nous permet de vraiment euh, arrimer plusieurs choses pour amener une plus grande profondeur dans les apprentissages, mais aussi, on ne perd pas de temps. C'est moins en silo, notre enseignement. Elle devient beaucoup plus liée. Donc, le verbe justifier, le plus élevé de la taxonomie de Bloom, si on se rappelle la dernière fois, il, il, il faut vraiment faire les étapes avant pour qu'on puisse en arriver à justifier. Faut avoir compris c'est quoi comparer? Ben, premièrement, il faut avoir compris de quoi on parle. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on compare? Et ensuite, on a un ressenti. Donc, parce que c'est plaisant d'écouter une petite chanson. Donc, c'est vraiment ça, le texte comme levier pour l'enseignement. Donc, comme conclusion, bon, je veux juste revenir rapidement sur les textes dont je vous avais parlé en 4e année. Je vous ai mis ici plus en détail ce que vous pouvez faire en utilisant cette démarche, si vous le voulez. J'ai fait la même chose aussi pour la 5e année. OK? Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, puisque c'est notre dernière session de cette série de 3, je vous ai fait un petit tableau avec les concepts clés qu'on a abordés au cours de ces 3 sessions-là. Il y a quand même pas mal de choses. On a révisé un peu l'architecture du curriculum, on a parlé des types de compréhension, on a parlé des verbes, du soutien langagier, du double ancrage, on a parlé du texte comme levier, des perspectives autochtones, l'intégration français et anglais et le verbe vraiment comme fil conducteur de ma séquence que j'ai faite. Voilà. Et je vous ai mis aussi, pour vous aider, si vous êtes intéressé à planifier de cette façon-là, quels sont les éléments dont vous devez vous soucier quand vous allez faire votre préparation d'une planification d'une activité. Je vous dis, peut-être vous ne serez pas capable de faire ça pour toutes vos sessions, vos plans de leçons, mais au moins, si vous commencez peut-être une petite chose à la fois, ça va devenir beaucoup plus, faut morceler comme on fait avec nos élèves mais c'est la même chose pour vous parce que vous êtes en apprentissage aussi. Donc, donnez-vous cette permission-là vous n'êtes pas obligé de tout faire comme ça. OK? Donc, mais votre but peut-être qu'à la fin, dans 5 ans, ça n'a pas besoin d'être l'année prochaine, vous allez en arriver à être plus en mesure de le faire. Donc, ici, je vous invite, si ça vous intéresse, vous avez un lien et aussi cliquable dans la présentation
Pour le symposium d'été, on va aller un petit peu plus loin dans les études sociales. Il y a Laurent Camarata qui va venir présenter une session sur les verbes curriculaires à travers toutes les matières. Lui, c'est l'expert. Alors, si ça vous intéresse, vous allez, il est beaucoup meilleur que moi à vous expliquer ça. Alors, puis il va y avoir aussi en mathématiques, il va y avoir des choses en carrière et employabilité. Donc, c'est gratuit. Ça va être enregistré. Et je sais que c'est avant que l'école commence, mais quand même, on vous invite à y participer.